Africa 54 et de tous les rendez-vous. Nous nous trouvons là devant le Centre culturel africain à Rabat. Nous avons répondu à l'appel du comité de soutien HOP du nom de cette petite fille de moins de 2 ans qui a été sauvagement assassinée par une Marocaine, une voisine d'immeuble, qui l'a prise par le collet parce qu'elle n'a pas obtempéré à l'ordre d'arrêter de jouer à la poussette de son bébé de 8 mois. Bien évidemment, les témoignages autour des circonstances qui ont entraîné cette mort inqualifiable sont très flous, puisque ce sont des témoignages qui ont été recueillis par des petits-enfants. Et la communauté subsaharienne, pour être plus précis, la communauté noire migrante ici au Maroc, est sous les coups de l'émotion partagée entre stupeur, entre colère, entre injustice et tristesse. Bien évidemment, il faut être très prudent et très précis dans la définition de ce qui s'est passé le 22 septembre. Donc nous sommes ici avec d'autres confrères de la presse. TV5, France 24 avaient été initialement annoncés. Ils ne sont pas là. Et nous remarquons malheureusement l'absence de journalistes marocains. La presse marocaine a certainement été débordée par les élections législatives qui ont eu lieu ces jours-ci. Donc tout à l'heure, nous allons recueillir quelques éclaircissements qui seront donnés par les membres qui constituent ce comité, un comité qui est mené par la communauté congolaise, puisque la défunte est effectivement de cette nationalité-là, donc de pères congolais de Brazzaville et de mères congolaises de la RDC. Donc Africa 54 est toujours là pour vous informer davantage. Restez connectés pour suivre la suite de ce point de presse. Les journalistes qui sont présents avec nous, ou l'intéressé, vous aussi dans la salle, si vous avez des questions à poser, que ce soit nous qui sommes devant les modérateurs et là, il va nous conduire dans cette épreuve, donc vous aurez des réponses qui vous concernent. Donc je pense qu'en un mot, c'est ça, c'est qu'il faut dire. Voilà, donc je pense qu'en un mot, c'est ce que je voulais dire, voilà les mots qui concluent effectivement l'intervention du coordonnateur du comité de soutien HOP. Ceci dit, je pense qu'on va passer à la phase que tout le monde attend probablement le plus. C'est que l'avocat nous fasse état de ce qui est aujourd'hui constitue le dossier HOP. Donc, je vais donner la parole à monsieur El Kibir, qui est ici à ma gauche. C'est l'avocat qui était commis à la défense. Je pense qu'il va se présenter. Et naturellement, ensemble, on va prendre connaissance du dossier. Merci beaucoup Franck, bonjour tout le monde. Justement, je suis la défense de l'avocat, la défense de Madame Wanga, en tant que victime dans cette affaire. Alors, première des choses, je peux vous dire ce qu'on est en phase d'instruction. Il y a un juge d'instruction qui a été chargé sur le dossier. Le dossier en soi contient aujourd'hui encore un PV qui a été dressé pendant l'enquête préliminaire, pendant les 40 premières heures. Alors, je peux vous dire que la gendarmerie a procédé à plusieurs actes dans le dossier. Ça, c'est la vérité du dossier juridique. Il y a eu constat par PV d'une grosse tache de sang sur la place ou le lieu où le corps a été retrouvé. Ça, c'est dans le PV. Grâce, je dis aussi, à la communauté congolaise et quelques amis, dont la police a été très orientée et a eu des informations cruciales pour boucler une enquête préliminaire bien ficelée. Alors, les amis, et grâce au témoignage des enfants, les adultes ont parlé avec la gendarmerie qu'il y a eu quand même, dans la scène de crime, il n'y avait pas que la maison et le lieu où a été trouvé le corps, mais il y a aussi des escaliers et autres immeubles que l'auteur du crime a utilisé pour dissimuler, pour ne pas attirer son attention. Et justement, la gendarmerie s'est transportée aux escaliers et à la terrasse de la deuxième immeuble et elle a trouvé des taches. Alors, ces taches-là ont été prélevées, ont été envoyées, prélevées par la police scientifique.
ont été envoyés au laboratoire scientifique pour les comparer au sang de la victime. Jusque-là, madame est toujours libre. Mais devant ces témoignages concordants, la gendarmerie a demandé a demandé au mari de l'auteur si c'est possible de procéder à une perquisition. Alors une perquisition pour la police judiciaire va falloir une des deux conditions, qu'il ait un mandat par le procureur, mais sur le champ ils n'avaient pas ça. Il fallait un bout de papier, revenir au parquet général, avoir le document, ou avoir le consentement de la personne. Si la personne vous dit, ben, entrez, faites la perquisition, ben, la police, elle va acter ça sur le PV, ce qui fut le cas. Le mari a ordonné, ou plutôt a autorisé la police judiciaire d'entrer enquêter, parce qu'ils avaient au moins un début de preuve. Parce que ces enfants et ces adultes qui lui ont dit que c'est madame qui a fait et qu'elle est passée par là, et puis justement passant la gendarmerie par là, elle a trouvé ses tâches, elle a dit oui, c'est un début de preuve. Alors, à la perquisition de la maison, la gendarmerie a saisi un foulard taché de sang, taché de couleur rouge, on va dire, puisque jusqu'à l'instant, on ne sait pas si c'est du sang ou pas du sang, mais les choses scientifiques selon même le PV. Un foulard taché de couleur rouge dans une machine à laver, heureusement qu'il n'a pas encore tourné, même, je crois même s'il a tourné, maintenant, les mesures scientifiques peuvent même prélever et savoir si c'est un sang et qui appartient à même les biens qui peuvent résister, mais dans tous les cas, encore du tache frais. On a trouvé une serpillière devant, derrière la porte, une serpillière de la terre, tachée de sang, et des gouttes de sang par ici, par là. Alors on a saisi tout ça, on a envoyé ça au laboratoire. Alors, ceci dit, après, on a dit qu'il y avait les enquêtes sur la scène du lieu, scène du crime, il y avait la perquisition, il y avait encore une autopsie qui a été faite par le médecin légiste et qui est dressée dans un PV. La gendarmerie s'est transportée à la morgue aussi pour faire le constat. Alors, dans le constat au PV, on lit ce qui suit. 2 trous profonds au niveau de l'arrière de sa tête, 2 trous profonds, une tache de sang sur je crois qu'elle a été transportée dans un foulard. Il y avait du sang, c'est-à-dire il y avait aussi de sang. Mais après examen du corps, il n'a pas été trouvé des traces de violence, excepté les 2 blessures dont on parlait. Il n'y a pas d'équipement sur le corps de la petite, il n'y a pas des traces de violence. Alors devant tout ça, la suspecte a été mise en garde à vue. Alors dans la garde à vue, il y a le PV ici, son PV, elle est dans la négation totale, mais totale. Elle nie complètement les faits. Elle réclame son innocence et dit qu'au moment des faits, elle était dans sa cuisine, faire la vaisselle pendant que sa tante et ses enfants voyaient la télévision. Elle ajoute que, comme tout le monde, elle a entendu des cris de la famille de la victime qui pleurait et qu'une de sa voisine, la voisine de l'auteur, l'a informé qu'une subsaharienne, c'est le mot, je suis désolé, dans le PD, de 4 ans, a été trouvée morte parce qu'elle est tombée en jouant. J'imagine que c'est le scénario d'ailleurs qu'elle a eu dans sa tête. Quand elle a parti prendre le corps, elle est déposée, elle s'attendait que les gens se disent, ben, elle est tombée. Et du coup, elle a aussi dit que sa voisine lui a dit, il y a une fille qui est tombée de 4 ans en jouant, elle est morte, c'est pourquoi. Alors la police, vraiment, elle a posé beaucoup de questions sur notamment ces taches rouges, leur origine, Alors elle répond qu'il s'agit d'une peinture rouge suite à aux travaux que son mari a fait, qui a peindre des portes de la maison. Alors on a peint les portes de la maison à la couleur rouge et tout ça a été resté, que le foulard a été taché et que je crois que la dame ne sait pas qu'il y a une police scientifique et qu'elle ne sait pas qu'il y a une expertise qui a été demandée, une analyse sur le sang, son approuvance, et que c'est très facile aujourd'hui de comparer une tache au sang de la victime. Alors elle est dans la négation totale. Je reviens à l'enquête préliminaire. Les informations qui ont été données par la communauté juive, encore une fois, quand ils ont expliqué à la gendarmerie, parce que c'est difficile de comprendre au début la scène du crime et comment ça s'est passé, mais ils ont parlé que bon, à la montée et qu'on peut passer d'un immeuble à l'autre parce qu'il y a une petite muraille.
Et là, la gendarmerie a la réflexion de prendre des photos sur le corps maintenant de l'auteur. Et effectivement, elle portait des échymoses ici. Moi, j'ai vu les photos pendant la comparution devant le juge d'instruction, et les photos sont parlantes. On voit très bien qu'elle s'est appuyée sur un muret pour passer. Et en revenant devant le procureur général, on lui demande les mycoses, mais elle a dit, mais les échymoses, ça me sort à chaque fois que je pars au bain, et ça me sort ici. On lui pose la question, mais madame, ici. Et elle dit, oui, mais j'ai toujours des échymoses au niveau des épaules. Et voilà, alors elle a répondu sur les champs qu'il s'agit de peinture rouge et tout. Heureusement, comme je vous ai dit au début, il y avait prélèvement des taches de sang, saisie de foulard qui a été trouvée dans la machine à laver, saisie de la serpillère qui a été trouvée derrière les portes, et tout ça a été envoyé à la police judiciaire. Mais elle pleurait, puis une fois devant le procureur général, après avoir répondu à toutes les questions, malheureusement encore, Saddam qui n'était jamais parti à l'école, selon les PV, selon l'enquête sociale qui était faite, qui a 2 enfants, y compris un enfant de 4 ans. Elle a encore sorti, parce qu'elle n'était jamais à l'école, elle a encore sorti une autre bêtise en disant au procureur général, devant l'avocat de la victime, mais vous devez me croire, je suis musulman pour vous. Heureusement, le parquet général, très intelligent, il a répondu que la loi contre et pour tout le monde, indépendamment de la religion, de la race. Et c'est pas ça qui va jouer, madame. Alors, j'aurais 2 ou 3 questions. Éventuellement, je vais m'en arrêter à 2 questions, plus le temps est parti. Donc, la première question, c'est de savoir, est-ce qu'un profil psychologique de la dame qui est présumée coupable, puisqu'il y a une présomption d'innocence, a été dressée soit par la gendarmerie ou par la police? Est-ce qu'elle est instable? Est-ce que c'est un crime qui a été commis sur le fait de la colère? Ou bien est-ce que ce sont les hormones qui en sont responsables? Parce qu'il paraît qu'elle est en état de grossesse, qu'elle est toujours, d'après ce que j'ai pu lire. Alors ma deuxième question, c'est par rapport à l'identité de la victime qui, elle, est bien connue de tous, mais la meurtrière, entre guillemets, demeure toujours dans l'anonymat, parce qu'on ne connaît pas son nom. Alors, pourquoi cet état de fait? Et pourquoi est-ce que son identité est projetée uniquement au travers de sa nationalité, puisqu'on dit qu'elle est marocaine? Alors, je crois que ce n'est pas une manière de rendre justice, en fait, à la victime. Et troisième question, pour enchaîner rapidement, j'ai tout à l'heure essayé de lancer une recherche en utilisant 3 mots, Hop, Tamesna et Maroc. Je suis tombé sur les 2 premiers liens qui renvoient sur des sites marocains, mais apparemment ce sont des liens morts. C'est peut-être un pressentiment que j'ai, mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme une censure, comme si on voudrait en fait étouffer la médiatisation de cette affaire. Est-ce que vous avez des éléments d'éclaircissement à apporter par rapport à ça? Très bien. Alors, on va voir des réponses et on reviendra tout juste après pour prendre la deuxième série de questions. Adresser sa question à l'avocat. Je pense que vous allez... Oui, alors, moi j'ai hésité longtemps de vous parler sur l'intitulé des PV parce que je savais que ça va semer. Mais j'étais franc avec vous, j'étais sincère. Et je vous ai expliqué par les règles de droit que la police judiciaire, que ce soit la police urbaine, que ce soit la gendarmerie, n'a pas cette compétence d'adresser les inculpations. Ce n'est pas une autorité judiciaire d'inculpation. Ce n'est pas un juge d'instruction, ce n'est pas un parquet. Ça, primo. Deuxièmement, si on parcourt le code pénal marocain, on ne trouve pas un acte défini légalement qui s'appelle pousser et donner la mort sans avoir l'intention. Parce que je vous ai expliqué, le code pénal, il parle de coups et blessures. Il y a ou bien, je vous ai dit, il y a 2 hypothèses, on ne sort pas de ça, à moins l'acquittement, ce qui est très loin, ou homicide volontaire, on ne parle pas, ou cause et blessure ayant causé la mort sans l'intention de la donner. Il n'y a pas le procureur, maintenant c'est le juge d'instruction, demain quand il va clore cette histoire, il ne va pas déférer la dame avec une inculpation poussée, parce que ça n'existe pas dans le code pénal. Il n'y a pas poussé. Poussé, c'est un acte civil. On peut aller dans la responsabilité délictuelle. Je ne vous ai pas vu, je vous ai poussé, je vous ai causé un préjudice, vous n'avez pas le droit de me coffrer, parce que je n'ai pas fait attention.
Et vous avez le droit de demander des dommages d'intérêt parce que je n'ai pas observé des règles du jeu. Parce que j'ai marché sans vous voir. Mais dans le code pénal, on ne parle pas de pousser. Rassurez-vous les amis. Et là où je rejoins mon ami, il faut être intelligent, il ne faut pas être dans l'émotion. On peut forcer le procès, on peut forcer la bataille. Et ça, c'est pas bien. Rendre à César ce qu'il y a à César et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. La gendarmerie, elle a fait du bon travail, excusez-moi. Très bien. Prélèvement à temps, perquisition à temps. Vous savez, il y a notre gendarme qui va dire oh, mais je vous en donne mon temps, c'est pas la peine de demander. Le temps d'aller au procureur, la dame, elle va tourner la machine. Ou elle va brûler les choses. Ils étaient sur le champ. Mais un intitulé où ils ne vont pas dire cause et blessure ayant donné, ils ne peuvent pas dire homicide volontaire, mais il fallait dire au moins une affaire de meurtre, tout simplement, ou une affaire d'homicide, ou je ne sais pas quoi, mais ils étaient confrontés aux faits. Ça, d'une part. D'autre part, oui, Marcel. Alors le temps, l'heure, oui, je suis d'accord avec vous, dans une histoire de meurtre, oui, il va falloir le temps de mort, et l'heure, et le lieu, et tout. Mais dans cette affaire, il n'y avait pas de témoin. Il y avait des enfants qui n'étaient même pas capables de dire à quelle heure. Et moi, même, je rejoins le procureur général quand il a dit « J'ai honte à entendre ces deux enfants. » Parce que c'est des enfants qu'on leur fait apporter sans la présence de psychologues, sans la présence de personnes qui ont... Le tuteur, ça a été un truc légal, mais moi je pense aussi à la santé psychologique de l'enfant pendant l'audition, pendant même qu'il nous entend ce qu'on dit. Nous, les grands, qui font les bêtises, finalement, ils ne tuent pas, mais en tout cas... c'était très difficile. Alors, le témoignage, il était très relatif à la police judiciaire, mais c'était clair. Ils n'ont pas indiqué le temps, mais ils ont indiqué le lieu, c'était en haut, en 3e étage, à côté de la maison. Mais ils n'étaient pas non plus trop précis sur beaucoup de choses, c'est normal. Il n'y a pas eu de témoin sur le lieu, sauf la meurtrière, entre parenthèses, moi je me respecte pour dire la mise en examen, et l'enfant qui a été assassiné. Il y a encore un témoignage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et moi je vais vous le dire. Il y a un témoignage à décharge. Il y a 3 témoignages à charge, c'est les enfants, mais un témoignage à décharge qui résulte de la tante. Qu'est-ce que vous attendez d'une tante, qu'elle va dire de sa nièce, contre une personne qui est venue de l'autre bout du monde, dans son esprit. Alors elle dit qu'elle était sûre que sa nièce, Anna, quitter la maison en aucun moment. Seulement, elle faisait la cuisine pendant 30 minutes. Nous envoyait la télé, parce que la gendarmerie, c'est dans son intelligence, il dit, dites-nous combien de temps vous ne l'avez pas vue. Oui, on sait qu'elle était dans la cuisine. Et dans combien de temps vous ne l'avez pas vue à l'intérieur de la maison? Elle a dit 30 minutes. Et vous croyez qu'on a besoin de beaucoup que 30 minutes pour tuer un enfant de 4 ans? D'aller le déposer et revenir? Même pas 10 minutes, toute la scène. Alors, il n'y avait pas de circonstances très précises là-dessus. La justice et la presse, ça c'est très classique. Hein. Est-ce que la justice influe sur la presse? Est-ce que la presse influe sur la justice? Moi je suis d'accord là-dessus. Mais je ne crois pas que la presse, comme on la connaît au Maroc, avec mes respects aux journalistes marocains, je vois personne d'ailleurs, puisse influencer sur... Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas une affaire quand même... C'est une affaire différente. On a besoin de rendre justice Alors après, les requalifications, on verra tout ça. Mais la presse, il n'y a pas beaucoup d'articles quand même. Si on peut parler sur l'influence, c'est quand il y a beaucoup d'articles. Les gens s'arrachent. La preuve, on a fait un point de presse. Est-ce qu'il y a des journalistes marocains qui sont venus? C'est la communauté qui est là. Nous sommes avec Maître El Kibir qui assure la défense de la famille de la défunte Hop. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview et d'avoir pris part à ce comité qui a organisé ce point de presse ici même au sein du Centre culturel africain. Oui, merci beaucoup. Alors la première question qui me vient en esprit tout à l'heure, on a senti un peu tout le monde vous attaquer, entre guillemets, vous attaquer au procès d'incompétence, on pourrait dire, parce qu'en fait, d'après ces détracteurs, la justice marocaine pourrait éventuellement exercer une certaine influence sur vous. Quel est votre sentiment par rapport à ces propos quelque peu agressifs? Oui, c'est malheureux, c'est très malheureux d'ailleurs, parce que premièrement, je rectifie pas tout le monde, 2-3 personnes. Bonjour, dont le monsieur. Mais écoutez, je ne sais pas comment faire venir un avocat et
c'est-à-dire le désigner et après retourner. En tout cas, ils ont le droit de dire ça et qu'il aille chercher un autre avocat qui va les défendre, c'est tout. Quand on ne croit pas en compétence d'un avocat, on ne se ressemble pas autour de lui. Hein, et on met, comme j'ai dit, la main dans la poche et on est cherché, on a plein d'avocats, ça ne me gêne pas. Maintenant, la relation que j'ai ici avec la dame, la maman, si elle voit que je suis incompétent, c'est encore son affaire. Moi, je me retire, je suis volontiers sur cette affaire. Tout à fait, je ne comprends pas. Quand un avocat vient avec le dossier, il vous fait une explication, tout. Si vous n'avez pas confiance en la justice, n'importe quel avocat, attendez de ne pas être hypocrite. Si la justice grince et qu'ils disent que la justice grince, bon, à quoi semble encore de se positionner, de se demander, de se questionner sur la compétence de l'avocat. N'importe quel avocat, il va échouer puisque c'est le juge finalement qui va statuer et la justice, comme disent tous, injuste, bah oui, injuste alors. Dans tous les cas, et peut-être moi, j'ai eu une bonne petite leçon, franchement, de ne pas me tomber dessus. Je ne suis pas rentré dessus et je vais avoir beaucoup de réserves. Et c'est eux les perdants. C'est pas eux les perdants, mais c'est les humains. Perdants, c'est la leçon, c'est que si vous voulez faire une action, vous n'allez pas trouver toujours de l'esprit positif. Vous allez peut-être trouver de l'esprit négatif. L'esprit positif, je ne dis pas par là, pas pour m'honorer et dire on a un bon avocat, non. Et de dire un avocat, peut-être il faut un autre avocat, il faut passer à l'action. Mais au-delà de venir me dire oui, on doute de vos compétences, ça c'est agressif, ça c'est n'importe quoi. Ils ne connaissent rien dans la loi pour qu'ils sachent. Si je suis là, ils ne m'ont jamais venu plaider. Et dans tout cas, je ne suis pas là à me défendre, très loin de me défendre. Je connais qui suis-je et je connais mes compétences, mais c'est malheureux de faire rentrer ça en ça. C'est ça que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un peu louche. Dernière question, si vous permettez, c'est vous-même qui avez souligné ce fait. Je tiens à le préciser qu'on voit très peu ou pas du tout de journalistes marocains. Oui. Alors, comment est-ce que vous expliquez le silence de la presse marocaine? C'est quand même un crime crapuleux qui a été commis sur une enfant qui avait toute la vie devant elle et dont le prénom est plein de sens, qui signifiait espoir. Comment est-ce que vous qualifiez le silence de la presse marocaine? Je ne peux pas qualifier parce que je ne sais pas les causes ou les motifs qui ont donné lieu à ce silence. Est-ce que le comité d'organisation a invité des gens? Alors, on ne sait pas si c'est dû à l'organisation, s'ils n'ont pas été invités. S'ils étaient invités, ils ne sont pas venus, c'est encore pire. Mais je ne peux pas savoir pourquoi ils ne sont pas venus. Primo parce que je ne sais pas s'ils ont été invités ou non. D'accord? S'ils étaient invités, ce sera grave. Parce que justement, on est toujours dans cet esprit que une subsaharienne ou une migrante, le meurtre d'un migrant ou une migrante n'a pas assez d'importance. Quoique dans le passé, quand même, on a eu toujours des informations, des articles de la presse qui suivaient des cas de meurtre d'adultes, même africains noirs. Mais justement, c'est ce qui a généré aux États-Unis notamment la création du mouvement Black Lives Matter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à moi. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Pourriez-vous brièvement vous présenter face à la caméra? Oui, je réponds au nom de Jules Malewa Makengo. Premièrement, je suis le président de la diaspora congolaise au Maroc. C'est une association reconnue au Maroc depuis 2014. Et là, je suis le coordinateur du comité de soutien qui a été mis en place pour le cas de meurtre de notre jeune fille Hop. Justement, première question, comment est-ce que vous en êtes arrivé à constituer ce comité de soutien? Simplement parce que nous étions déjà choqués par rapport à ce qui s'est passé. Et nous sommes venus en bloc. Chaque communauté voulait savoir qu'est-ce qui se passe dans la communauté noire africaine au Maroc. Alors lorsqu'on s'est trouvé sur le lieu des crimes, et c'est là où nous avons pris conscience que non, écoute, mais nous ne pouvons pas partir chaque fois en ordre dispersé. Et lorsqu'on était parti voir l'avocat pour justement exposer cette situation, et avec son aide, il nous a dit, mais écoute, est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes déjà à ce mur pour vous constituer en partie civile dans ces dossiers? C'était ça. Alors on s'est dit, mais écoute, c'est les moyens aussi que nous nous réunissons et qu'on discute comment on peut se constituer en partie civile et comment ça se passe. Et à travers les conseils que nous avons eu de cet avocat, on s'est dit, mais écoute, il faut qu'on se rapproche ensemble et que nous pouvons ensemble peut-être constituer quelque chose encore qui va mettre un peu du poids dans ce dossier. Et c'est là où est né l'idée du comité.
Justement, ce n'est pas la première fois que la communauté noire migrante au Maroc, on peut l'appeler pour ne pas dire communauté subsaharienne, qui a une connotation qui ne décrit pas effectivement la réalité des faits. Mais c'est quand même la première fois qu'on a un comité aussi bien organisé. Est-ce que le crime de Hop, c'est le crime de trop? Déjà, lorsqu'on tue Hop, le nom Hop, lorsque vous attendez Hop, ça veut dire espoir. Et le Maroc a mis une politique migratoire où ça a donné l'espoir aux Africains noirs. Et là, subitement, après 2 ans, 3 ans de cette politique, c'est l'enfant qui a 2 ans aussi, qui vient de subir l'atrocité d'une Marocaine. C'est l'espoir qui commence à partir. Et là, nous devons prendre les choses en main. C'est-à-dire, nous sommes dit, mais écoute, ça va être la dernière fois que ça se passe comme ça, sans que nous ne réagissons pas. Alors pour nous, c'est un crime de trop. Et pour que ça ne reste pas comme tous les crimes qui sont passés avant, nous avons mis en place ce comité pour défendre non seulement ce qui vient de passer, mais nous avons vocation que ça reste dans la longue durée pour tout ce qui viendra après et tout ce qui s'est passé. Justement, j'ai entendu dire dans le point de presse qu'il y a une fondation qui lui sera dédiée à titre posthume, donc une fondation qui va défendre non seulement le cas de Hop, mais tous les cas de racisme généralisé. Il y a eu plusieurs recommandations qui ont été faites en dehors de la création de cette fondation, notamment une marche massive qui a été suggérée par certains des intervenants qui sont venus assister au point de presse. Alors, quelles sont les mesures concrètes que vous allez prendre pour donner en fait de l'ampleur à cet événement qui subit en fait, il faut le constater, une certaine forme de gomme médiatique parce que la presse en général, la presse marocaine en particulier, n'en parle pas assez. Quelles sont les mesures concrètes que vous avez prises? Alors, comme vous avez vu, vous avez remarqué, il y a un comité qui s'est mis en place pour essayer d'être à l'écoute déjà de nos compatriotes, donc ressortissants africains noirs. C'est pour dénoncer aussi tout acte de racisme, xénophobie, violence sur toutes ces formes. Et nous avons un projet à long terme. Nous n'allons pas nous arrêter à ces procès. Mais au moins, là où je vous parle, nous avons au sein de notre comité 3 pôles. Il y a le pôle juridique, il y a le pôle diplomatique et il y a le pôle social, logistique même. Nous sommes en train de récolter déjà des compétences. Parce que pour combattre, il faut savoir déjà dans quelle discipline vous êtes. Et une pétition, ça ne vous aiderait pas? Les pétitions sont parmi les actions à mettre en place. Quand vous avez parlé des actions, donc notre pôle juridique, c'est le pôle qui est compétent pour justement récolter toutes les informations. Comme vous avez vu, les gens, tout le monde sait gérer quelque chose. Donc nous sommes en train de mettre en place un plan d'action qui va nous permettre maintenant de savoir à quel moment nous mettrons telle action en marche et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup. Merci. Pour la biso ndenge toyoki makambo nyonso avocat azoloba tozomona eza na likambo moko on dirait balingi ba bomba ba makambo parce que tango tobandaki ne bandeli toyebaki ke mwasi wana nyonso oya sali be preuve biso nyonso tozo expliquer eza ya solo mais lelo ndenge tozomona eza ko sala lokola comme azali mutamboko oyo azali marocaine donc tokomi komona ngo un peu flou. Tokomo mona makamango un peu flou. Ngana ko yebisa kaka ba kondio bazolanda biso batika biso te ba soutenir biso tina suka. Potozali kaka na ndako oyo tozovanda tozaka ba pauvre femme, tozaka basi na basi. La communauté noire est souvent stigmatisée. On lui reproche notamment d'être très mal organisée et de ne pas avoir de plan de bataille. Alors, une première, cette fois-ci, on a remarqué qu'il s'est constitué un comité de suivi. Est-ce à dire que le crime de Hop, c'est le crime de trop? Oui, je valide. Le crime de Hop, c'est le crime de trop. Ce que vous dites est très vrai, parce que la communauté, depuis que je milite, je ne les vois pas organisées. On va toujours en rang dispersé. Il n'y a pas de synergie dans nos actions. Cette fois-ci, il faut qu'on travaille en synergie et qu'on sache franchement ce qu'on doit faire. Qu'il y ait un plan d'action bien ficelé et qu'on soit franchement
les mains dans les mains pour aboutir à un résultat. Il ne faut pas que les choses se retournent contre nous parce que le crime de Hope doit maintenant nous conscientiser sur notre, comment dirais-je, sur notre communauté africaine. Justement, vous avez parlé de résultats. On a suivi tout à l'heure une altercation où l'avocat marocain, faut-il le préciser, qui défend cette affaire, a été pris à partie par certains intervenants assez agressifs qui, disons-le clairement, ont voulu intenter contre lui un procès en incompétence. Alors, est-ce que vous vous associez à eux pour penser qu'il faille peut-être lui adjoindre un avocat d'origine noire pour donner du sens à ce combat? Mais non, moi je reviens sur ce qu'il a dit tout à l'heure. S'ils avaient des comptes rendus avec lui, c'est pas là qu'on doit régler ce compte. Ils doivent aller dans son cabinet et le lui dire. Alors moi je ne cautionne pas ça. Mais ce que vous dites, est-ce que cet avocat subsaharien, comme on a l'habitude de dire, cet avocat noir, sera-t-il aussi crédible devant les autorités marocaines? Est-ce que cet avocat, vous allez le prendre d'où? De nos pays d'origine? Et comment? Alors c'est la question qu'il faut s'atteler dessus pour voir si les autorités vont vous donner aussi l'ordre ou accepter qu'il y ait un autre avocat hors du pays qui juge. Voilà. Puisque moi j'ai fait quand même un peu de droit et je ne vois pas franchement cet aspect des choses. Voilà, et pour conclure, vous avez été vous êtes la seule personne qui a évoqué l'idée de mettre en place une pétition. Comment est-ce que vous entrevoyez cette pétition sous forme électronique? Est-ce que vous avez une stratégie déjà que vous avez mise en place? Comment est-ce que vous entendez mettre en place cette pétition? Cette pétition, moi je préfère que ça soit sous forme électronique parce que le ras-le-bol de cette zone, moi j'y vis. Je vis à Tamasna où franchement, peut-être nos plaintes seront aussi, les Marocains vont trouver leur part. Parce que c'est tout le monde qui est dans cette merde. Les bus, c'est comme on n'est pas, franchement... Il y a un déni d'humanité. Voilà, il y a un déni. Merci, le mot me manque, il y a un déni d'humanité. Donc c'est pas la première fois que de ces choses arrivent. Moi, si je dois témoigner, on ne va pas s'en sortir. Moi-même, tout le temps, je suis agressée, soit verbalement, agression toujours. Soit verbalement, soit physiquement. On n'a pas de transport, c'est qui est déjà le ras-le-bol. On attend le transport et quand tu montes dans le transport, tu subis de toutes les couleurs, de tout genre. Et c'est le ras-le-bol total. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on interpelle les autorités afin qu'ils puissent avoir un regard sur cette zone. Parce que franchement, mon cher frère, c'est de la merde totale dans cette zone. Bien, madame, écoutez, on vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Nous vous avons présenté le point de presse. Désormais, nous en savons un peu plus sur ce crime crapuleux qui a été commis sur la petite Hope. À ce stade de l'enquête préliminaire, aucune inculpation n'a été retenue contre cette dame qui est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire, puisqu'elle était déférée devant le parquet. Il revient donc au juge d'instruction de qualifier le crime ou le meurtre si les moyens de preuve le font arriver à cette conclusion. Une conclusion qui sera effectivement dévoilée suite aux prélèvements qui ont été faits sur des indices sur le lieu du crime par la police scientifique au cours de l'audience qui aura lieu le 2 novembre. C'était Africa 54. Restez connectés pour vous informer sur l'actualité du continent. Merci.